Allez, on est live. C'est parti. Et tu peux basculer sur nous si tu veux, Vincent. Ok. Bienvenue pour cette première visioconférence dans le cadre de Sevrier BD 2021. Ravi d'être des vôtres en excellente compagnie, vous le voyez. Nous allons parler aujourd'hui de ces héros de bande dessinée qui ne meurent jamais, un titre un peu à la James Bond, autant valable donc pour le 9e art que pour le 7e. En effet, sont en tête des ventes très régulièrement des personnages comme Astérix et Obélix, Blake et Mortimer, Lucky Luke, et ce ne sont que quelques exemples, portés par de nouveaux auteurs qui ont pris le relais de leurs créateurs. Comment expliquer le succès qui traverse le succès de ces personnages donc qui traversent les générations? De quelle manière les scénaristes et dessinateurs s'approprient-ils les personnages qu'ils font vivre à nouveau? Peut-on réinventer des héros au caractère si marqué? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons partager avec nos trois invités en pleine forme, invités du jour, que je vous présente. Alors, en haut, à gauche, Fabien Wellman, scénariste de Spirou, Super Groom, Seul et bien d'autres albums, encore comme le dernier Atlas. On a une petite image à ce propos, juste pour donner une idée, mais il y en a tellement, on ne pouvait pas tous les mettre. Ensuite, en bas à gauche, Johan, lui aussi plongé dans Spirou, Super Groom, mais au dessin, avec également Toto l'ornithorynque. Je pense que vous avez tous lu Toto depuis plus de 20 ans, au moins à vos enfants. Et puis, en bas à droite, José Luis Minuera. Alors, je prononce à la française, hein, désolé, j'ai eu beau m'entraîner, ça n'a pas été très concluant. Dessinateur également de Spirou, Zorglub, Tiboulé-Bill ou encore les Tuniques Bleues récemment. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir donc accepté de participer à cette visioconférence. Vous l'avez compris, au regard du profil de nos invités, nous allons pas mal parler de Spirou, de son univers, mais pas que. Alors, on se lance direct et on va commencer par une question adressée à vous trois, assez globale. Comment est-ce que vous expliquez la longévité de ces personnages, cette longévité qui perdure bien au-delà des auteurs originels? C'est particulièrement le cas pour Spirou, un cas particulier dont nous allons donc beaucoup parler aujourd'hui, puisque vous êtes tous les trois liés à ce personnage, à son univers. Mais je vous invite tout d'abord à répondre à cette question de façon globale. Donc, pourquoi cette longévité-là? Qui est-ce qui se lance? Bon, allez. Fabien est parti. Fabien Wellman. On peut peut-être distinguer effectivement le cas spécifique de Spirou par rapport à d'autres reprises. C'est quand même une histoire très particulière, très singulière, qui est celle de la naissance d'un héros pour accompagner la naissance d'un magazine. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de créer le magazine Spirou, presque avant même de savoir ce que serait le personnage de Spirou. Donc c'est vraiment concomitant avec la création du magazine, je crois en 1938, si je ne m'abuse. Et de là, il y avait une volonté, dès le départ, ce qui est assez rare dans la BD franco-belge, de faire passer un personnage de main en main. Il appartenait à l'éditeur, en fait, historiquement. C'est ça qui est assez rare. D'habitude, les personnages appartiennent à leur créateur, qui parfois finissent par revendre les droits. Peut-être qu'on abordera ce cas, par exemple, avec les Tuniques Bleues ou des exemples comme cela. Mais Spirou, assez rapidement, a été pensé comme presque une franchise qui allait ensuite passer de main en main. Alors, je ne sais pas si c'était totalement planifié. Peut-être qu'avec mes camarades, il y en aura des compléments d'informations qui seront plus aiguisés. Mais l'idée quand même assez rapidement que ça pouvait être l'un puis l'autre qui reprendrait la série. Et il se trouve que dans le cas de Spirou, à mon sens, ce qui explique une bonne partie de sa longévité a quand même été la période de reprise par Franquin, qui, à certains égards, même si entre-temps, nous, on est arrivés et on a fait de notre mieux, tous autant que nous sommes ici, je pense, a marqué quand même des dizaines de milliers d'enfants à jamais. C'est-à-dire que c'était pour plein de gens. Et moi, en tout cas, c'était le cas. Je pense que Johan en parlera aussi, Rosé Louis aussi peut-être. Mais Spirou, ça a été Franquin. C'était lié de manière totale, quasi fusionnelle. Et Franquin avait un potentiel de sympathie et un talent graphique qui était celui d'un génie, en fait. Pour moi, ça c'est très lié à cette période-là. Donc là, on est dans Spirou déjà. Et pour les autres, est-ce que vous avez un avis qui souhaite s'exprimer? Johan.
Et aussi le fait que Spirou, en même temps qu'être un personnage de bande dessinée, c'est aussi un magazine. Donc c'est une revue qui existe depuis 1938, comme l'a si bien affirmé Fabien, et qui du coup, c'est un hebdomadaire qui a perduré aussi et qui a été un rendez-vous pour ses lecteurs. Ça a été une série qui a toujours, enfin un journal qui a toujours été très populaire et qui a drainé beaucoup de lecteurs, beaucoup de jeunes lecteurs. C'est aussi ça peut-être une des explications, c'est-à-dire que le personnage de Spirou étant le porte-étendard du magazine, il a toujours été mis en avant dans le magazine. Déjà son nom est sur le titre, et de plus ses aventures, elles sont prioritairement dans le journal. Ce qui permet donc depuis 80 ans maintenant que le magazine existe, d'avoir une présence de ce personnage quoi qu'il arrive, en permanence. Spirou, c'est un cas donc assez unique. Il y a eu des journaux qui ont porté d'autres personnages. On pense à Astérix et Obélix, par exemple, mais ces journaux n'existent plus. Il y a des personnages qui n'ont pas eu ce bénéfice-là. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là, José Luis? Vous vouliez nous dire quelque chose? Disons qu'à mon avis, c'est surtout la prédominance du personnage par rapport à l'auteur qui marque sa perdurabilité. C'est-à-dire, quand l'auteur s'impose au personnage, forcément, les personnages s'étendent quand l'auteur le fait. Mais quand les personnages en soi-même existent, en quelque sorte, du créateur, au-delà de la personne qui les fait. C'est pour ça qu'il permet de continuer à les faire vivre. Donc nous, dans l'état actuel de la bande dessinée, surtout dans un contexte, dans un système où on prime l'auteur plus que les personnages. Ça vient peut-être des années 70 et 80, où l'auteur commence à prendre en prédominance qui surpasse celle de sa création. Tandis que toutes ces séries classiques dans notre modèle où les personnages étaient plus importants que leurs créateurs. Ce qui n'empêche bien sûr que sur Spirou, je vous rejoins, Franck Kahn, l'auteur phare. Alors, José Luis, on est désolé parce que la connexion avec l'Espagne est un tout petit peu limite. On essaye de bien vous entendre, et puis je pense que ça va revenir correctement au fur et à mesure. Désolé pour ça, j'espère que vous nous entendez aussi. Moi, je voudrais me placer aussi du côté des lecteurs, parce que qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de lecteurs encore pour ces personnages-là, parce que des générations sont passées? Est-ce que c'est une question de nostalgie avant toute chose? Déjà, il faut peut-être préciser quelque chose, c'est que toutes les séries ne durent pas. Là, on va parler des survivants, mais en fait, en réalité, les séries qui perdurent, c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Il y a des centaines de séries qu'on a oubliées, qui ont disparu dans le temps, y compris des séries faites par des gens géniaux. Souvent, je cite la distinction entre Astérix, qui a cartonné, et Oom-Papa, des mêmes auteurs, Uderzo et Goscinny, donc nous, on connaît parce qu'on est dans le milieu de la bande dessinée, mais à mon avis, que plus personne ne connaît à côté. Donc ça veut dire que pour même des auteurs très très talentueux peuvent faire des séries qui disparaissent. Donc la question, elle est là, c'est qu'est-ce qui fait que certains des personnages finissent par rencontrer leur public et à rester dans le temps. Déjà, il y a quelque chose, à mon sens, qui est assez mystérieux. C'est pas que une question de talent, la preuve avec Oom-Papa versus Astérix, c'est une question de rencontre avec une époque. À un moment donné, les gens voulaient quelque chose comme Astérix, à un moment donné, les gens voulaient un western comme Blueberry. Les Schtroumpfs ont rencontré un public parce que c'était ce que je voulais lire moi quand j'avais 10 ans ou 9 ans. Et ce tri se fait d'une manière qui est assez mystérieuse. Et qu'on soit auteur ou qu'on soit éditeur, je pense qu'on court après la recette de ce truc-là. On aimerait bien parfois être sûr que ça va cartonner, mais ça marche pas comme ça. Et après, c'est une question qui est compliquée de savoir effectivement pourquoi certains personnages deviennent presque plus forts que leurs auteurs, peuvent durer au-delà de leurs auteurs. Et on voit que c'est pas, là encore, il n'y a pas de recette magique. Il y a des fois ça fonctionne,
et des fois on se cherche. Je trouve ça parfois plus compliqué. José Luis, Ouais. Ah oui, pardon, Johan, vous y avez parlé? Oui, oui, on pourrait se dire, quand on parle de Spirou, par exemple, que c'est un personnage qui s'est renouvelé en permanence depuis son existence, du fait des différents auteurs qui ont travaillé sur cette série. C'est un personnage qui, à chaque fois, a évolué dans son époque, donc a toujours été contemporain. Mais en même temps, c'est pas un argument qui est valable, puisque Lucky Luke ou Astérix ou Blake et Mortimer sont restés coincés dans leurs époques. Eux, ils n'ont pas spécialement évolué, ni même dans les mentalités, dans le fond de ce que ces séries avaient à dire, que dans la forme. Donc, en fait, c'est ce que dit Fabien, finalement, c'est un petit peu mystérieux, en effet. On n'a pas une recette tout à fait définie, quoi. Mais ce que disait José Louis était très intelligent, d'ailleurs, sur le fait que c'était des personnages qui avaient été créés ils éclipsaient leur créateur, en fait. Dans le premier tome de Zorglub, d'ailleurs, José Luis, il y a la première page qui est très amusante, puisqu'on voit la fille du Z qui sort du cinéma avec son copain, et puis qui parle justement du film qu'elle vient de voir. Alors, je pourrais citer la totalité de cette page, d'ailleurs. Hein. On va la voir, je pense que notre technicien Vincent va nous la montrer, ouais. Et elle râle parce qu'elle dit, voilà, on ne fait que exploiter toujours les succès du passé au lieu de produire des idées originales, on n'est pas créatif. Enfin, est-ce que vous avez le sentiment de ressasser le passé ou au contraire, en utilisant ces personnages-là, d'être à nouveau créatif, de leur donner un nouveau sens, une nouvelle orientation? José Luis ou Fabien ou Johan? Oh, moi, je m'amuse beaucoup. Ouais. Vous m'écoutez alors? Oui, on vous entend, il n'y a pas de souci, on vous entend. C'est un peu entrecoupé, mais je disais on va essayer de vous entendre. Oui. Je trouve que c'est vraiment... Oui, d'accord. Donc, on a tout un catalogue de personnages et des histoires et des créations qui ont fourni notre vie de lecteur, qui ont créé notre très présente d'auteur. Donc, c'est toujours formidable de pouvoir s'attaquer à des personnages qui ont assisté pour donner un point de vue, pour donner une vision différente et peut-être pour le faire vivre plus. Donc là, c'était un peu la réflexion que j'ai faite avec cette planche-là. Finalement, moi, j'adore aussi quand c'est réussi à lire plus des aventures des personnages que j'aime. Donc, on a envie que ça dure, en fait. Pas bien. Je suis assez d'accord. En fait, ce qui peut paraître ambigu, c'est qu'effectivement, une partie de nous, je pense qu'on va rebondir sur ce que dit José Luis avec cette page, peut trouver parfois qu'il y a autour de nous, dans la bande dessinée, dans les blockbusters américains, il y a une facilité à ressortir et revisiter des thèmes archi connus qui peut être agaçante. Et en même temps, on est ambigu parce que tous ici présents, on a repris des séries. Et pour moi, c'est une question d'équilibre. C'est que ça peut être tout à fait intéressant et jouissif et amusant de livrer notre version d'un personnage. Comme par exemple, je pense que les gens de notre époque ont été fascinés par la reprise de Batman par Miller. Et on disait, voilà, c'est le Batman qu'on voulait lire. C'est quelque chose un souffle neuf sur un personnage qu'on avait l'impression de connaître par cœur. Donc, nous, on a envie d'apporter cette espèce de joie-là. On essaie d'y mettre la légitimité qu'on peut en tant qu'auteur. Mais bien entendu qu'il peut y avoir un problème d'équilibre par rapport au marché de la BD dans son ensemble. Et là, c'est ma casquette de syndicaliste qui ressort, que je le veuille ou non. Si, à un moment donné, du côté des éditeurs, il y a trop d'utilisation de franchises et de réutilisation de personnages existants, là, il y a quelque chose de l'ordre presque d'un truc consanguin où on ne ferait que ressortir des vieilles franchises et les réutiliser. Mais c'est comme mettre trop de sel ou pas assez de sel dans un plat. Le sel, dans l'absolu, c'est pas une mauvaise chose. Mais si on en met trop, on gâche tout. Pour moi, trop de réutilisation de personnages existants, ça risque de poser des problèmes à l'écosystème de la bande dessinée par rapport à des jeunes auteurs, des jeunes autrices, les nouvelles séries qui seront les succès de demain.
parce que bien entendu que c'est plus facile pour le marché de la bande dessinée d'un point de vue économique, pendant un temps en tout cas, de ressortir un Blake et Mortimer, ressortir un Spirou, parlons même de Seul, qui est moins une série importante, mais qui va être rassurante parce qu'elle va attirer un public. Donc je m'inclus dans ce process, hein. J'ai pas de condescendance en disant ça, mais c'est plus facile d'attirer les lecteurs avec ça pendant un temps, alors que lancer un jeune auteur, un jeune projet, une jeune autrice, c'est plus compliqué. Mais donc les deux sont pas incompatibles, c'est une question de dosage, je trouve, et d'équilibre. Est-ce que vous trouvez que ce dosage il est bien réalisé aujourd'hui? Parce que c'est une véritable manne. Quand sort un Astérix et Obélix, c'est en tête des ventes avec des centaines de milliers de ventes. Parfois, on l'achète sans même réfléchir, d'ailleurs, j'ai l'impression. Bah, ça peut faire du bien à l'économie de la bande dessinée. Moi, du moment que, en vendant un nouvel Astérix, un nouveau Spirou ou un Seul, on finance et on lance des jeunes auteurs et des jeunes autrices en les payant bien, c'est là que je vais insister un peu, en les payant correctement, j'ai pas de problème avec l'idée de reprise. Si par contre on se concentre sur bon, je réponds sans répondre à ta question, c'est-à-dire pour moi des fois il y a des abus, des fois c'est un peu facile et des fois je suis bien content qu'il y ait ces fameuses locomotives qui attirent les gens en librairie, qui quand même amènent les gens à dire tiens je vais acheter le dernier Astérix et puis l'air de rien ils franchissent parfois le seuil d'une librairie. Après s'ils l'achètent en hypermarché comme tu le disais sans réfléchir, en le prenant sur une tête de gondole qui est à côté des petits pois, on peut s'interroger sur le fait que ça ait un impact, à part rapporter quand même de la trésorerie à l'éditeur, ce qui est quand même pas rien, parce que l'éditeur, là encore, logiquement, a ce rôle j'ose à peine citer le terme de ruissellement, comme dans l'économie chère à notre président, de ruissellement sur les pauvres auteurs. Faut-il que ce soit fait? Donc je réponds sans répondre, parce que j'ose pas dire que ça dépend des éditeurs. C'est Louis, Johan, comment est-ce que vous vivez ça, vous aussi, ce phénomène-là? La vérité, c'est que, l'état du marché, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de sorties, là maintenant. Donc, il y a énormément de sorties. Et effectivement, c'est vrai que les éditeurs ont besoin d'avoir des sorties rassurantes sur le plan économique. Je ne pense pas qu'on soit dans un écosystème éditorial dans lequel il y a une prépondérance de la reprise par rapport à la création. Et nous-mêmes, nous trois, en qu'auteurs, on fait autant de reprises, effectivement, que des créations personnelles. Donc, personne, là maintenant, je considère que c'est plutôt un écosystème qui marche bien. Donc vous avez le sentiment que ça s'équilibre, en fait. Sur 5000 titres qui sortent chaque année, si je ne me trompe, dans la bande dessinée, voilà, il y a effectivement beaucoup de nouveautés, c'est sûr, qui ne sont pas forcément lues, c'est peut-être là le problème. Là où j'ai, à titre personnel, une petite inquiétude quand même, c'est que justement, si j'en crois certaines études, parce que je ne suis pas certain à 100% de ce que je vais avancer, et il faudrait que ce soit peut-être corroboré par des gens qui connaissent mieux le sujet, mais il pourrait y avoir un effet de perspective qui donne l'impression justement que la BD franco-belge continue à assez bien marcher, ce qui est en partie vrai, mais si on compare à l'évolution du manga, si on compare à l'évolution du comics, parfois le livre franco-belge fonctionne parce que heureusement il y a un Astérix ou un Blake et Mortimer qui sort. Mais est-ce que, alors c'est très bien là encore parce que ça va rapporter de la trésorerie aux éditeurs qui vont logiquement le réinjecter dans le circuit, mais est-ce que pour autant ça ne cacherait pas un peu, ce qui est ma crainte en tout cas, un début de diminution de performance auprès des enfants, par exemple. Est-ce que les gamins actuellement vont... j'ai fait le test 2-3 fois auprès de tout jeunes enfants. Qu'est-ce qu'ils lisent, quoi? Alors déjà, est-ce qu'ils lisent? Première chose. Et quand ils lisent de la bande dessinée, on me cite quand même beaucoup plus du manga, par exemple, que du franco-belge. Donc ça, c'est une de mes interrogations du moment, c'est comment arriver à conserver quand même un lien avec avec un type de lecteur, de lectrice qui est en train de changer, à mon avis, pas mal, quoi. Alors ça, le manga sera abordé ultérieurement. Peut-être que vous pourrez participer à cette conférence aussi. Je vous propose de revenir sur l'univers de Spirou. Est-ce que vous pourriez nous parler cette fois-ci des vraiment spécificités du personnage, de son univers? Qu'est-ce qui fait que Spirou est vraiment un personnage à part, qui fait que vous avez tous les trois choisi de le développer, de l'alimenter avec quelque chose de tout à fait contemporain?
Ce que je trouvais intéressant avec Spirou, c'est que c'est un univers qui est multifacette. C'est-à-dire que une série comme Spirou permet d'aborder des grandes thématiques aussi diverses que le récit policier, que la science-fiction, que le western, que le fantastique, que l'humour pur. En fait, c'est vraiment une palette de possibilités qui nous est offerte à nous en tant qu'auteurs. Alors évidemment, avec des personnages qui sont campés, qui sont présents et qui ont un passif, un historique, mais qui sont suffisamment malléables pour qu'on puisse les emmener dans différents univers. C'est ça qui me plaît beaucoup personnellement dans Spirou et Fantasio et dans l'univers de Spirou. C'est pour ça aussi qu'on a pris la liberté de créer ce personnage qui s'appelle Super Groom, qui est un Spirou super-héros, et on s'amuse beaucoup avec ça. Mais un personnage comme Spirou permet de le faire. Alors qu'un personnage, une fois de plus, comme Lucky Luke, ne permet pas trop de délirer dessus, quoi. Même si Mathieu Bonhomme ose, et puis qu'il y en a d'autres qui l'ont fait également dans le domaine de Lucky Luke. Alors peut-être qu'on peut passer justement une petite dia qui montre que la série classique, alors je ne sais pas si elle a arrêté, parce que le dernier album date de 2016, si je ne me trompe, Johan Evelman, pour la série classique. La série classique, pour l'instant, c'est un peu mis en pause. Bon, mis en pause, donc ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Non, de toute façon, la série, dans l'absolu, la série classique s'arrêtera pas. Je ne le pense pas. Après, la question, c'est sous quelle forme, de quelle manière, mais donc c'est pour ça qu'on parle de pause. Mais tu t'apprêtais à montrer une représentation. Voilà, c'est là. Donc, la série classique, vous avez entamé la série Vue par avec les géants pétrifiés. Si je ne me trompe, c'était en 2006. Avant que vous ne passiez d'ailleurs vous-même à la série classique en 2009. Et puis, ces derniers temps, oui, on voit apparaître toute une série d'autres albums avec, on parlait de Super Groom avec Johan, mais aussi Champignac. Alors, tous sont très réussis dans des registres divers. Et puis moi, je me suis permis de mettre aussi Spirou chez les Soviets. Je ne sais pas trop où classer parce que c'est pas dans la série Vue par, mais c'est quand même un Vue par. Enfin, et puis on pourrait parler d'autres albums encore, bien sûr. Voilà. Alors tout ça, c'est un univers qui permet à chacun de s'y retrouver finalement. Alors, c'est vrai que là, tu évoques plusieurs choses. C'est qu'il y a la série classique qui a une spécificité sur laquelle moi je vais revenir, qui est de s'accrocher à son époque au moment où elle est faite. Et puis, il y a des ramifications à cette famille qui sont les vues par, ou quelque part, on peut faire un album avec une vision donnée de Spirou qui est très spécifique, très singulière, tant qu'on le veut. Il y a des spin-offs, des personnages qui sont développés, comme Champignac, peut-être que c'est encore dans les tuyaux pour Sécotine, ou Zorglub, puisque Rosé-Louis est là. Donc il y a toute une galaxie autour, comme on pourrait retrouver d'ailleurs dans des univers Marvel ou DC aux États-Unis. Dans le cas de la série dite série mère ou série classique, je rebondis sur ce qu'a dit Johan de mon côté. Moi, j'ai apprécié le fait qu'il y ait une pluralité de thématiques. Effectivement, on peut côtoyer le polar, la science-fiction, le récit d'espionnage, des trucs à la James Bond, mais parfois même de la comédie, et beaucoup. Mais moi, ce qui m'intéressait en particulier dans ce défi, parce que c'est assez rare en bande dessinée, c'est l'idée que le personnage, à chaque fois qu'un album sort, c'est le Spirou de l'époque de l'album. C'est-à-dire que, ou alors c'est un parti pris, qui est par exemple celui d'Émile Bravo, quand il écrit Journal d'un ingénu, c'est Spirou en 38. Bon, c'est un choix, il est figé dans le temps. Mais la série mère n'était pas comme ça. Le Spirou de Franquin était des années 50-60, le Spirou de Fournier des années 70, Tom et Jean des années 80. Et comment dire, c'est complètement absurde. C'est un personnage qui a 25 ans peut-être, on ne sait pas trop son âge, il y en a qui lui donnent 20, des fois 30, depuis 1938. Et cette exigence-là, cette contrainte-là, moi, elle m'amusait beaucoup, de me dire, mais comment on va rendre ça amusant, rebondir dessus, faire des clins d'œil au passé, mais pas s'apesantir dessus. Et puis, il y avait une autre contrainte qu'on s'est obligé à suivre avec Johan, on n'était pas obligé, mais on a eu envie de le faire, c'était de lui remettre son costume de groom. Parce que pour moi, ça faisait partie de l'absurdité de la chose. Donc, ce personnage a 20 ans depuis 80 ans, et il se trimballe en costume de groom, ça fait beaucoup. Et ça fait vraiment personnage de bande dessinée. On peut pas. Moi, quand j'étais gamin, c'était ça, un héros de BD. C'est oui, ok, il a dit en rouge dans la jungle. C'est peut-être pas hyper pratique contre les prédateurs, mais ça m'amusait. C'est très graphique. Mais après tout, les schtroumpfs sont bleus. Enfin voilà, pour moi, c'était du même ordre, quoi.
et de jouer avec ces codes en sachant maintenant qu'on on le faisait en tant qu'adulte. Donc, on pouvait jouer avec la narration, faire ce qu'on appellerait du postmodernisme ou de la métanarration en disant tiens, le personnage il est obligé de remettre son costume et en fait, il existe depuis 80 ans et ça ne rime à rien, mais on va jouer avec ça. Je trouvais que c'était un défi qui était hyper intéressant. Par contre, qui est très compliqué à tenir parce que le public n'est plus le même, ça clairement. Il y a donc plusieurs formes, plusieurs formats. Qui est-ce qui décide d'aller d'un côté ou de l'autre? C'est vous-même qui avez une envie ou c'est l'éditeur qui vient vous trouver en vous disant ah ben fais plutôt ceci ou fais plutôt cela? Comment ça se passe, Johan? Dans le cas de Spirou et de notre reprise, c'est entièrement Fabien et moi qui avons choisi les directions. L'éditeur nous a casté au début et une fois qu'il nous a choisi, nous a fait une confiance totale. Ça, là-dessus, on ne peut que l'en remercier sur les choix, des tendances qu'on allait donner à Spirou et Fantasio, des prises de position, que ce soit écologique, politique, autre chose. C'est entièrement notre propos dessus. Et personne ne nous a suggéré de faire plus ceci ou plus cela, ou d'utiliser plus tel personnage ou tel autre. C'est vraiment des choix qui nous ont été propres et librement inspirés. Donc vous avez une grande liberté, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les auteurs. Moi, par exemple, je serais curieux de savoir, Rosé Louis, si tu as eu la même liberté sur les tuniques bleues que sur Spirou. D'ailleurs, les tuniques bleues, si je ne me trompe, au départ, vous ne deviez pas faire le dessin. C'était l'Ambil qui était prévu initialement, mais vous vous êtes trouvé à donc le réaliser entièrement avec Becca, le duo de scénaristes. Ouais. Au départ, je ne devais pas faire le dessin. On travaillait sur le scénario avec les BK et j'ai à fournir les storyboards un peu personnage patate, juste pour donner une indication à l'Ambil. Mais finalement, je me suis un peu trop investi, un peu travaillé trop et je suis allé un peu trop loin. Et finalement, l'éditeur s'est dit pourquoi pas faire cet album-ci, ça donne. Et pour revenir à Spirou, là, ce qui est bien paradoxal, c'est que même si c'est un personnage qui appartient à l'éditeur, c'est un personnage qui est essentiellement auteur, qui a dès le départ porté le regard de son auteur, n'importe lequel. Il est reconnaissable, l'auteur qui a pris le personnage. C'est qui est en différence aussi avec des autres personnages classiques de la bande dessinée. Donc, en tant qu'auteur, vous vous êtes approprié les codes existants pour créer vos propres codes aussi, pour les amener plus loin. Comment est-ce que ça s'est passé dans votre démarche? Et particulièrement au niveau du dessin, puisque vous êtes dessinateur, est-ce que votre dessin, avec votre patte à vous, elle influe sur le personnage? Il y a deux façons à affronter la reprise. Soit on suit les codes établis à la lettre, on fait à la manière d'un autre auteur, ce qui demande une énorme dextérité technique et une grande habileté de la part de l'auteur qui doit se plier à les codes graphiques qui existent avant et qui essayent à reproduire ces codes. L'exemple excellent je pense à Conrad, à Jean Bastide, qui l'ont fait exceptionnellement. Ça, c'est la première option. C'est un peu comme si on jouait les Beatles et on essayait vraiment à reproduire la façon à jouer des Beatles, les harmonies, les effets des sons, etc. Et il y a une deuxième façon qui est appropriation, c'est un peu les points de bout, l'angle personnel, autorel sur cet univers. C'est ça qui m'intéresse en tant qu'auteur. Moi, je suis plus intéressé pour investiguer qu'est-ce que je pourrais proposer
c'est sans m'écouter au code du dessinateur qui était avant moi, sans les trahir par contre, dans ma tête, en étant respectueux en sens de ce qui est la base de cet univers. Donc, être respectueux, mais en même temps être créatif, si je comprends bien. Johan, vous avez la même démarche? Bah, oui, c'est-à-dire que il y a aussi dans le choix de l'éditeur de faire appel à Fabien et à moi, dans ce choix-là, il y a la garantie qu'il a eue et la demande qu'il a eue à un moment donné de dire on voudrait un Spirou qui soit à la fois moderne et qui offre des perspectives, mais qui soit quand même dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc il y a une forme quand même de classicisme et de modernité à allier. C'est une espèce de truc un peu impossible, quoi. Mais bon, finalement, pour ma part, hein, en tant que dessinateur, j'ai pris le parti de me dire que la modernité, on allait la statuer dans la narration, dans les idées, dans le fond des histoires, dans le rythme, dans l'humour, dans tout ce qui ne se voit pas en fait, mais qui va se lire, tout ce qui est induit, alors que finalement le dessin était plus une forme de cosmétique, c'est-à-dire que c'est un peu le papier cadeau, quoi. C'est pas ce qui est le plus important, le dessin. Alors moi, je fais ce que j'ai pu pour être à la hauteur des exigences de la série avec mes modestes moyens, mais je me suis dit à un moment donné, je vais essayer de faire du bon Johan et pas du mauvais Franquin. Donc l'idée, c'est à la fois quand même de garder ce qui fait graphiquement le personnage et ce qui fait qu'on le reconnaît et qu'on va s'identifier à lui. Mais bon, bah voilà, ça passe par ma moulinette. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais c'est vrai que c'est un truc un peu compliqué. Très bien. Pour rebondir sur ce que viennent de dire mes deux éminents collègues, Rosalie parlait d'une sorte d'adaptation, une sorte de trahison nécessaire. Comme un film, quand on adapte une BD en film, on parle souvent d'une trahison ou un livre. On est obligé de trahir l'œuvre parce que c'est pas le même médium. Et finalement, une reprise, pour moi, c'est cet ordre-là. Il y a aussi un numéro d'équilibrisme à faire, c'est-à-dire qu'il faut à la fois ne pas trop trahir parce que sinon les gens disent ça n'est plus la série originale, on nous a menti. Et en même temps, trahir suffisamment pour dire j'ai vraiment envie de le lire parce que si ça ressemble trop en moins bien à ce qu'il y avait avant, on reste sur sa fin et on dit c'est un ersatz de la grande période. Et donc, on est constamment entre ces deux pôles sur une ligne de crête qui est pas simple à tenir. D'ailleurs, je pense que, à titre personnel, je trouve qu'avec Johan, il y a certains de nos albums qui étaient plus équilibrés que d'autres. Je ne citerai rien parce que je veux laisser au lecteur le choix de ces albums. Mais il y en a où on penchait plus vers la trahison et avec la gourmandise et la joie du gamin qui fait un peu une bêtise et qui dit tiens allez, je pique les vêtements de papa et je m'amuse à faire le con avec. Puis des fois, on était plus respectueux des canons. C'était peut-être un peu plus contraignant. Mais c'est aussi une autre joie qui est celle de faire les choses selon une sorte de doxa. Il faut respecter les règles. Mais en fait, c'est aussi le même souci quand on aborde un genre. Il y a un train qui passe, ouais. C'est un avion de chasse. Ah ouais. Oui, voilà. Quand on aborde un genre aussi en fiction, par exemple le western ou le polar, c'est un peu la même chose. Si on fait strictement du western, les gens vont lire la BD et dire bon, c'est un western de plus. Donc il faut trahir un peu les codes du western. Mais alors si on trahit complètement les codes du western, qu'il n'y a pas de flingue, qu'il n'y a pas de chevaux, qu'il n'y a pas d'indiens, que sais-je, les gens vont dire bah non, c'est pas un western. Donc c'est tout. En fait, c'est la même chose en général. Là pour le coup dans la création, je pense, parce que de toute façon on parle d'adaptation ici, mais de reprise, mais ça reste de la création. Mais c'est d'essayer à la fois de renouveler le genre, les codes, mais en les respectant suffisamment pour reconnaître le schéma d'ensemble. Et ça n'est pas une science exacte. Je veux dire, c'est pas comme si on mettait dans le tableau Excel, il faut un calot, de l'humour, à un moment donné, le marsupilami, bim, c'est du Spirou. Sans ça, on aurait réussi pareillement tous les albums. Non, c'est à chaque fois, on relance les dés, on tente un truc, on dit tiens, ce pitch-là, je pense que on est limite avec l'univers, mais ça va être fun. Bon, je peux quand même en citer un, c'est La face cachée du Z, pour nous. Le deuxième album de Spirou.
Parce que c'est un de ceux qui m'a le plus amusé à faire. Et c'est un de ceux qui, pendant un temps, a le plus déstabilisé les lecteurs qui disaient, je parle des lecteurs adultes, qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire où il nous balance Spirou sur la Lune et qu'en plus, il y a un groom-garou. Bon, moi, le simple mot groom-garou me fait rire et fait rire les enfants. Mais un fan de Spirou de la grande époque de Franquin, ça ne fait pas trop rire. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, on parle aussi de la pluralité des publics. C'est pas la même chose de parler aux nostalgiques de la série et de parler aux enfants qui maintenant découvriraient la série. Et ça, c'est une vraie difficulté d'une série tout public comme Spirou, à mon sens. D'où la multiplicité des séries, peut-être, pour s'adresser à des publics différents. Oui, probablement. Et à mon avis, de fait, alors sans vouloir être sûr à 100%, mais je pense que le Spirou d'Émile Bravo va plus intéresser des adultes que des enfants spontanément. Je dis pas qu'un enfant qui le lit va pas l'aimer, mais je suis pas certain qu'un enfant aille en librairie acheter le Émile Bravo. Notre but avec Johan, c'était d'essayer de faire venir les gamins acheter le bouquin presque tout seul. Et c'est en réfléchissant à ça que l'idée de Supergroup nous est venue. C'est là qu'on s'est dit, mais il y a peut-être encore un pas à faire pour aller vers les gamins qui nous amuseraient. Il faut aussi que ça soit une envie d'auteur. Et si on en faisait un super-héros, mais décalé, parce qu'en fait, il n'a pas envie d'être super-héros et il l'est malgré lui. Et de là, on a commencé à nouveau à se marrer, à faire les cons, à raconter nos histoires comme on aime le faire avec Johan. Par rapport à cette question de l'accueil du public, alors Fabien, vous disiez que vous aviez eu des surprises parfois et que les accueils étaient différents selon la nature des publics. Est-ce que pour vous, Johan, José Luis, vous avez eu aussi comme ça des rencontres un petit peu particulières qui ont fait que vous ne vous attendiez pas nécessairement à la nature de l'accueil? C'est une bonne surprise, peut-être d'autres fois des moins bonnes, je ne sais pas. Bon, je voulais laisser la parole à José Luis en premier, mais comment dire, c'est compliqué en fait. Je me rends compte que j'ai souvent été surpris des albums pour lesquels je pensais qu'ils allaient être plus délicats pour le public, on va dire, classique de Spirou. Des albums où je m'attendais à une catastrophe ont finalement été pas si mal reçus que ça. Et puis des albums où je me disais, ah bah tiens, là on est bien dans les clous et tout, ça a été plus délicat. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne s'est pas ressenti dans les chiffres de vente, par exemple. Ça va être éventuellement les lointains échos qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, voilà, sur les gens qui vont parler de nos albums. Et comme la plupart du temps, c'est souvent ceux qui ne sont pas contents qui s'expriment, bon, bah, ça offre un effet un peu déformé. Donc, on a pu parfois avoir l'impression qu'une frange des lecteurs ne nous aimait pas, alors que ce n'est pas une généralité, c'est quelques personnes. Mais une fois de plus, sur une reprise comme Spirou, il faut, et comme le soulignait Fabien, la pluralité des générations de lecteurs qui lisent cette série depuis 80 ans est telle que, de toute manière, pour chaque nouvelle équipe qui va travailler sur Spirou, il va y avoir 3 générations de lecteurs qui vont être déçus. Ils ne vont pas retrouver ah mais c'est pas comme Franquin, ah mais c'est pas comme Fournier, ah mais c'est pas comme machin. Donc finalement, peu importe, le principal, c'est ce qui va rester, c'est les albums, et c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, comment rétrospectivement les lecteurs percevront notre apport à la série. Juste avant de laisser parler José Luis, qui voudra sans doute intervenir, mais ça me fait penser à une anecdote en festival où une lectrice d'une 50aine d'années vient me voir avec un album de Spirou, Johan et moi, et me dit je n'ai pas aimé ce livre, mais signez-le. et donc moi je dis mais pourquoi vous l'achetez? Elle me dit parce que je veux tous les Spirou. Donc il y a aussi des lecteurs collectionneurs. Il y a des lecteurs qui veulent avoir la collection, mais on est le bouton noir de leur collection, et je pense d'ailleurs que c'est les mêmes qui nous regretteront quand on sera parti et qui éventuellement n'aimeront pas les nouveaux. Mais il y a un rapport je t'aime moi non plus dans les lecteurs de Spirou et les auteurs, qui est assez comique parfois. Selon l'humeur qu'on a nous quand on reçoit le truc, ça nous fait rire ou ça nous fait pleurer, ça dépend des fois. José Luis, je crois que vous aviez des choses à dire aussi à ce propos, l'accueil des lecteurs. Ouais,
Parce que ce qui sa preuve, c'est que les gens ont une attachement personnelle par rapport au personnage. Ça veut dire que quelque chose dans son historique est un enquêteur. Et donc, c'est normal qu'on considère en trahison qu'on ne lui donne pas leur Madeleine de Proust à chaque fois. Mais selon l'envie de chaque auteur, selon ton point de vue, ta prise de position, c'est presque obligatoire. En tout cas, moi, je considère que pour moi, c'est obligatoire de donner quelque chose de différent. Je suis prêt à respecter les avis des personnes qui sont dessous. Comme vous parlez de Madeleine de Proust, moi j'ai eu l'impression que les tuniques bleues, pour vous, ça avait été justement une Madeleine de Proust, peut-être plus que Spirou, mais ça, c'est moi qui fais cette évaluation-là. Comment est-ce que vous avez ressenti ce vécu, peut-être entre Spirou et les tuniques bleues? J'ai l'impression que vous êtes très attaché aux tuniques bleues. Effectivement, mais aussi à Spirou. C'est tous les deux, c'est des bandes dessinées que j'ai lues quand j'étais un gamin, qui m'ont fait aimer la bande dessinée, qui m'ont fait rentrer dans le monde de la bande dessinée en tant que lecteur, et finalement devenir auteur pour essayer à transmettre aussi les mêmes sentiments que j'ai en tant que lecteur aux nouveaux lecteurs. Ce qui est un peu mon objectif, licence de mes souvenirs de mon enfance et de la passer à des autres. Et donc voilà, il y a bien sûr un côté. Moi, je pense ne pas trop avoir joué sur l'effet nostalgique, ni sur Spirou, ni sur les tuniques bleues. C'est-à-dire, à mon avis, c'est des bandes dessinées pile d'aujourd'hui où on réinterprète des personnages, des univers créés il y a des décennies, où essaye à rester, à être fidèle, mais quand même à être contemporain dans mon approche. Et pour les sujets desquels on parle, et façon à parler de ce sujet-là. Alors, puisque vous parlez d'être contemporain, vous avez aussi créé la série Tibou les Billes. Et là, je trouve que votre dessin s'est adapté à cette série avec un côté un petit peu plus vintage, peut-être. J'imagine que c'était évidemment intentionnel. Comment est-ce que vous avez vécu la création de cette série? Ouais, bah, c'était pas vintage. Là, c'était vraiment faire des bandes dessinées pour des... Ouais. Est-ce que vous m'écoutez? On essaye, il y a des moments où ça décroche un peu, mais allez-y. Ça va pas. Si, allez-y. D'accord. Bah, je disais que l'objectif avec Petit Boulet Bill, c'était de s'adresser au lecteur, au très jeune lecteur, presque au pré-lecteur, au lecteur qui ne savait lire ou qui commence à lire. Donc là, j'ai adapté un peu les dessins pour qu'ils soient... Bah, c'est des illustrations, carrément, sur un bouquin illustré pour enfants. Donc, c'était vraiment une démarche totalement différente à celle des Spirou ou des tuniques bleues. Ouais, je trouve que vos dessins, votre qualité de dessin s'adapte en fonction du sujet, évidemment, hein, parce que vous, Johan, vous avez réalisé Toto l'ornithorynque, c'est quand même très différent de Spirou. Oui. Comment est-ce que vous vous adaptez justement sur le plan du dessin au sujet ou au personnage? En ce qui me concerne, Spirou, ça tient à mon histoire personnelle, on va dire, parce que en fait, quand j'ai commencé j'ai toujours aimé dessiner. Je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai commencé par lire Gaston et Spirou, et j'étais un fan de Franquin étant enfant, et j'ai commencé à dessiner et à raconter des histoires en essayant d'imiter le style de Franquin quand j'étais gamin. Et à l'école, j'écrivais des histoires, je dessinais des personnages qui ressemblaient
un petit peu à des personnages sortis de Gaston ou de Spirou. Et tout le travail qui a été à partir du moment où j'ai entrepris de faire un bac d'art plastique et puis de faire des études d'art et de faire de la bande dessinée, de produire mes propres bandes dessinées, ça a été un travail de titan pour moi de me défaire de cette influence qui était le dessin franco-belge à la Franquin. Et pour moi, par exemple, Toto l'ornithorynque, c'est un petit peu c'était un petit peu la direction dans laquelle j'allais sur une bande dessinée qui me ressemble plus arty, qui avait ma personnalité en utilisant un média de peinture, une forme de narration différente. Donc j'étais parti un peu aux antipodes du dessin franco-belge traditionnel, mais je l'avais quand même dans mes gènes d'une certaine manière. Et quand on m'a proposé de faire un album de Spirou, je me suis pris ça dans la figure comme un boomerang qui revenait après des années. Et je m'y attendais pas du tout. C'est pour ça aussi que notre premier album avec Fabien, c'est un album Spirou vu par, donc une interprétation, on va dire, de Spirou, les géants pétrifiés, dans lequel j'utilisais un graphisme qui était très différent finalement de celui de Franquin, qui était plus carré, plus acéré, plus moderne entre guillemets, et puis un système de narration aussi et de mise en scène qui était très différent. Donc quand on nous a proposé de reprendre la série classique, d'une certaine manière, j'ai replongé avec une sorte de plaisir coupable dans le dessin franco-belge traditionnel. Et il a fallu quand même gérer certains sentiments contradictoires, notamment le fait d'avoir l'impression parfois de régresser. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir progressé en faisant Toto l'ornithorynque et d'être arrivé sur des objectifs un peu plus nobles. Et là, tout d'un coup, je devais adapter mon dessin et à revenir au plaisir que j'avais quand j'étais enfant, quoi. Mais bon, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, je vais me répéter un petit peu, c'est que pour moi le dessin, j'ai décidé de considérer ça comme un aspect cosmétique et finalement de faire preuve de plus de création, de personnalité et d'inventivité dans la mise en scène, dans la narration, dans le storyboard, l'humour et tout ce qu'on a pu apporter à la série, qui sont finalement aussi intéressants, sinon plus importants que le dessin en lui-même. Est-ce que vous auriez envie de tenter un album avec un dessin justement un peu régressif entre guillemets, un peu à l'ancienne? Je sais pas. Je pense que j'ai pu le faire sur Spirou parce que c'était un personnage qui comptait beaucoup pour moi, mais je pense pas que je pourrais faire ça sur d'autres reprises en fait. Maintenant, on m'a proposé par exemple depuis longtemps de travailler sur un album de Mickey. Pour les éditions Glénat, mais si je fais un album de Mickey, ce sera un album de Mickey à la Johan, façon Toto l'ornithorynque, c'est-à-dire à la peinture, quoi. C'est que chez Mickey, c'est très très codifié, bien plus que chez Spirou, j'ai l'impression. Enfin, on peut pas forcément s'écarter du cadre, si je ne me trompe. Graphiquement, on peut un petit peu quand même. Il faut garder les personnages et les respecter, mais bon. Enfin, moi, j'en suis pas encore là. Hein, c'est juste un projet qui est pas du tout finalisé, mais des fois, j'y réfléchis et je me dis j'avais fait une petite histoire de Mickey pour le journal de Mickey en 2006 aussi. Et c'était sur un scénario de Lewis Trondheim. C'était une histoire qui faisait 3-4 pages et c'était en couleur directe façon Toto l'ornithorynque. C'est passé un peu inaperçu, mais c'est, semble-t-il, ces planches-là qui ont été montrées à Disney pour que Glénat obtienne la licence Mickey. Manifestement, José Luis les a vues, ces planches-là. Je vois qu'il acquiesce. Pas bien. Le coup de Mickey, ça me rappelle une anecdote de mes débuts parce que comme j'étais un mercenaire sans foi ni loi et que j'avais besoin d'argent, je travaillais partout. Enfin, puis j'adorais ça en vrai. Mais du coup, j'ai travaillé chez Mickey, chez Spirou, à chaque endroit où on acceptait un peu mon boulot, quoi. Il a fallu insister maintenant. Voilà. Et dans le cas de Mickey, comme tu le disais, c'est très codifié. C'est-à-dire que il y a quand même cette idée que c'est pour un public assez jeune. Par exemple, attention, les armes, ça va difficilement passer. Dans Spirou, maintenant, on peut en montrer, mais à une époque, ça a été plus compliqué. Je crois me rappeler qu'il y a des albums de Franquin où on avait gommé les armes. Je crois que c'est dans le
le gorille, non pas le gorille, c'est la corne du rhinocéros. Oui, On c'est voit ça. des gangsters dans un magasin, ils tenaient des armes, puis d'un coup on enlève les armes, et donc ils pointent du doigt d'un air vraiment très méchant. Oh toi, je vais te percer la peau avec mon doigt. Et donc bon, ça il y a eu des petits moments de censure, mais finalement pas tant que ça. Et Tom et Jean-Ry sont passés par là, et Dieu sait qu'alors là, des armes, il y en a eu, et c'était hyper excitant pour les jeunes lecteurs que nous étions. Et dans Mickey, c'est plus compliqué. Mais ce que j'ai adoré, c'est d'autres contraintes. Ce que j'ai adoré avec ces contraintes-là, pour des petits récits qui paraissaient dans le magazine, hein, c'était pas la version que propose maintenant Glénat en album, c'était d'essayer de tordre un peu ces codes quand même et d'y mettre un tout petit peu d'ironie. Et donc, je m'étais servi d'un ancien personnage d'antagoniste qui s'appelle Michel Souris, qui est un fan de Mickey, mais qui est devenu un peu fou à un moment donné. Il veut attraper Mickey et il voulait le taxidermiser. Donc moi, l'idée que Michel Souris veuille truffer de paille le pauvre Mickey, ça me faisait vraiment hyper rire. Et les gens de la rédaction de Mickey étaient assez preneurs de ce genre de petits clins d'œil en disant, bon, un gamin va pas trop s'arrêter sur l'idée qu'on fourre de la paille dans le berge de Mickey. D'ailleurs, on ne le disait pas comme ça. Mais moi, ça m'amusait beaucoup de le proposer et qu'éventuellement un adulte se marre en le lisant, en voyant qu'il y a une petite ironie derrière, que par contre, au premier degré, ça passe crème et ça choque personne, bien entendu. Est-ce que vous, Fabien, en tant que scénariste, vous exigez de la part de vos dessinateurs, entre guillemets, des choses spécifiques, une manière de dessiner ou des éléments dans le dessin, dans le décor, etc. Comment ça se passe dans votre relation avec les dessinateurs? Dans le cas d'une relation en général, il y a des fois où je vais insister sur tel et tel point, mais plus pour des questions de lisibilité et que l'intention du récit soit claire. Est-ce que là, le personnage est suffisamment en colère? Est-ce qu'on comprend son émotion? Est-ce que là, on voit qu'il est en train d'ouvrir un tiroir? Donc, c'est des choses assez... c'est histoire de souligner certains effets. Après, fondamentalement, si j'ai décidé de travailler avec quelqu'un, c'est que j'apprécie son travail. Et dans le cas de Johan, c'était ça. C'est que quand on se connaissait déjà avant la reprise de Spirou, mais on a plus fait connaissance à ce moment-là. Quand je suis venu le voir, c'était en me disant, je pense qu'il est entièrement capable de faire justement une reprise à la fois moderne, mais qui va correspondre à mes attentes et peut-être celles des lecteurs de Spirou. Donc finalement, c'est c'est presque au moment de choix mutuel entre deux personnes que je pense que se joue le plus important. Après, bien entendu, ça n'empêche pas des discussions sur tiens, tel parti pris, est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait plutôt faire ceci, cela? Mais c'est toujours dans le cadre d'un dialogue et jamais d'un conflit. C'est parce qu'a priori on se connaît assez bien et on va surtout essayer de s'amuser en fait. Et quitte à ce que justement parfois les lecteurs soient un peu surpris de nos gags, mais à chaque fois qu'on a proposé quelque chose dans Spirou, qui est quand même une aventure humoristique, c'était d'abord des heures à parler de tas de conneries dans tous les sens et à se marrer et à rigoler. Et je pense que les bonnes séries humoristiques qui se font avec deux personnes au moins, il y a des personnes qui font ça tout seules, mais c'est souvent ce genre de dialogue qui l'emporte. Et donc c'est beaucoup du dialogue et pas tellement une indication sur telle et telle chose. Vous avez succédé, votre duo, Velman-Johan a succédé au duo Morvan-Munuera. Est-ce qu'il y a eu un passage de témoin? Est-ce qu'il y a eu des discussions entre vous à ce moment-là ou pas particulièrement? Non, pas trop, je crois, José-Louis. Pas particulièrement en tout cas pas sur le contenu ou sur le personnage et la série spécifiquement. On a plus eu des discussions sur le contexte éditorial dans lequel ça s'est fait, qui était un peu particulier à l'époque. On va pas revenir dessus. Mais après, sur la série, je pense que Jean-David et José Luis avaient une vision de Spirou qui allait dans une direction et qui n'était pas forcément celle que nous on voulait emprunter. Donc je pense qu'avec Fabien, on a décidé de creuser notre sillon qui n'était pas dans la continuité de ce qu'avaient fait Jean-David et José Luis. Et si vous deviez transmettre le flambeau, vous laisseriez la totale liberté aussi? Et après, si c'est juste que de la même façon que Jean-David et moi, on demandait la liberté de travailler à notre façon, évidemment, on accepte que les auteurs qui arrivent par la suite, ils les fassent à la sienne. Et donc, c'est toujours plaisir de laisser les jouer et de redevenir un lecteur
c'est la faire surprendre pour la mission de personnage. On a l'impression que tout est parfait en fait dans votre monde, là, dans l'univers de Spirou. Tout se passe bien, fluidement, en douceur. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Je suis pas certain que ce soit partout la même chose pour ces héros de BD qui ne meurent pas. Bon, allez, je vais balancer. Oui, Fabien. C'est ça que tu voulais, Fabrice, qu'on balance des noms. Non, mais Pourquoi pas? ouais, comment dire? Bien sûr que c'est pas si simple, mais je pense qu'il y a plein de trucs qu'on a vécu dans. Là, avec le recul, on peut parler de tout ça en disant bah les choses sont finalement plutôt pas mal passées, quoi. Mais bien sûr que sur le moment, on y met beaucoup d'affect, qu'on se dit est-ce que la reprise, est-ce que la vision qu'on propose va être la bonne, est-ce que les gens vont adhérer ou pas, est-ce que les enfants vont avoir envie de suivre la série, ou est-ce qu'au contraire on va parler qu'il y a des gens mélancoliques d'une certaine période. Donc non, c'est pas que simple, mais j'allais dire c'est aussi ça une reprise. Si on s'attend pas un petit peu à ce genre de tumulte au moment d'une reprise, faut pas la faire parce que et je pense que c'est encore pire quand on fait des reprises comme Blake et Mortimer ou Astérix où là les succès sont colossaux. Donc j'allais dire, je pense que les contraintes sont vraiment énormes. Nous finalement, on pouvait, c'est là où c'est tant mieux si tu as une impression de fluidité, mais je pense que cette impression elle vient du fait qu'il y a et c'est quand même une chose que Dupuis nous a offert. Il y avait une sorte de vision presque artisanale de cette reprise quand même, malgré les enjeux. C'est ça qui est assez drôle. C'est que oui, c'est quand même une énorme série, mais ça n'est pas un Blake et Mortimer, ce n'est pas une reprise comme Astérix, c'est pas un niveau industriel. Et donc, en fait, on a pu quand même faire nos gammes, inventer des trucs. Et puis, quand à un moment donné, tu demandais, Fabrice, si on doit céder la place à d'autres gens, bah, oui, ce sera avec la joie de voir son gamin nous échapper et aller vivre ses aventures. Je crois qu'en fait, chacun vit Spirou comme à un moment donné un gamin qui l'éduque. Et puis après, il vit sa vie. Puis on dit, jeune con, tu ne m'écris pas assez. Mais c'est la vie. Et donc, en fait, non, effectivement, à la fois, c'est plus tumultueux que ce qu'on en dit là. Et à la fois, fondamentalement, c'est à peu près aussi fluide que ce qu'on t'en dit. C'est vrai qu'il y a une similitude un petit peu. On s'est toujours un peu senti les pères adoptés de Spirou. Et je crois que tous les dessinateurs qui ont travaillé sur cette série ont eu ce sentiment-là. Avec quand même l'élément très important, c'est que ce personnage ne nous appartient pas. Il appartient à l'éditeur. Et donc, il faut savoir qu'un éditeur, c'est pas juste quelqu'un qui, depuis 80 ans, un vieux monsieur, est derrière son bureau et choisit tous les 10 ans une nouvelle équipe. L'éditeur, c'est une espèce de créature protéiforme qui change aussi de cap et de mentalité tous les 5-10 ans. On a vécu depuis qu'on y est l'arrivée de plusieurs directeurs généraux, de directeurs éditoriaux, de rédacteurs en chef du journal de Spirou, qui vont donner des couleurs et des orientations différentes à cette série. Donc, l'équipe éditoriale en place à l'époque de José Louis et Jean-David était formée de certain nombre de personnes qui ne sont plus là maintenant, ou en tout cas très peu. Entre-temps, on a connu d'autres personnes qui ont eu leur avis aussi sur Spirou et qui ont eu, j'ai envie de dire, stratégiquement en main le futur éditorial de la série. Donc, nous, on essaie de garder le cap dans tout ça et puis et de s'occuper du mieux qu'on peut de de l'enfant qu'on nous a confié, mais en sachant que si demain une équipe schizophrène prend la tête de Dupuis et confie le personnage à des auteurs dont on n'a pas du tout, avec lesquels on n'a pas d'affinité, avec lesquels on se dirait oh mon Dieu mais qu'est-ce qu'ils vont en faire, on va avoir peut-être une certaine appréhension, mais on n'aura pas notre mot à dire quand même. On ne pourra pas s'empêcher d'avoir un sentiment parce que on était impliqué dans cette série. Sinon, moi, je l'aurais pas faite si je m'étais pas senti impliqué dedans. Donc, forcément, évidemment, le jour où on arrêtera Spirou et qu'une nouvelle équipe va travailler dessus, moi, j'aurai mon avis, mon émotion et certainement peut-être des choses à dire, à redire ou pas, mais je les garderai pour moi parce que. Je remercie du fond du cœur les auteurs qui nous ont précédés et qui ont eu la même attitude vis-à-vis de nous, c'est-à-dire, je sais pas, Tom et Jean-Ry, Jean-Ry en tout cas, lui nous a toujours beaucoup soutenus. José Louis a aussi nous a soutenus dans notre reprise et c'est une attitude, c'est la bonne attitude à avoir. Nous, on est des passeurs d'une certaine manière et voilà, le personnage continuera à vivre
avec ses avatars et ses futurs parents adoptés. C'est la surprise. Alors, je sais que vous n'êtes pas l'éditeur, mais à quand une femme pour scénariser ou dessiner Spirou? Parce qu'à présent, je n'ai pas l'impression qu'on en ait vu. Non, ce serait une excellente idée, tout à fait. Je crois que c'est le cas dans l'équipe de reprise de Champignac. Alors, Champignac, et puis au niveau scénario, les tuniques bleues dont on a parlé tout à l'heure, il y a une femme, effectivement, hein, Béatrice. Mais tu as raison de le dire. De toute façon, ça, c'est le mouvement général que devrait avoir le monde de la bande dessinée, où actuellement, je crois que les statistiques parlent de 30% d'autrices, ce qui est donc on est loin de la parité. Et ce qui est plus embêtant encore, et là je remets ma casquette syndicaliste, c'est qu'on réalise en général que c'est les personnes les moins bien payées du monde de la bande dessinée. C'est-à-dire que sur 50% d'auteurs en général qui gagnent moins que le SMIC, tu as tout à fait raison de dire que ça serait une très bonne piste de recherche pour les prochains éditeurs. Mais tu l'as dit aussi, c'est pas nous qui allons choisir. Donc on peut tout à fait dire mais banco, et ça nous engage pas à grand-chose. Donc espérons qu'il y aura un peu d'autrices à venir maintenant. Mais ça pourrait aussi donner une autre orientation, une autre personnalité justement à un personnage comme Spirou. Et je pense que ça serait intéressant pour les lecteurs et les lectrices du coup, non? Le message est envoyé depuis, mais pas trop vite. Nous sommes encore là avec nos privilèges de mâle quinca bientôt. J'ai cru comprendre que la série classique, pour le moment, était sur des points de suspension. Donc, oui, c'est ça. Un endroit où se glisser. Peut-être qu'effectivement, au moment de la passation, il sera temps de dire que c'est une excellente idée d'aller vers des autrices. Je plus sois. Est-ce qu'il y a des personnages, donc parmi ces fameux héros très nombreux, qui sont repris? On a dit aussi qu'il y en avait certains qui avaient disparu. Hein. Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez bien reprendre, auxquels vous n'avez pas encore touché? Je sais que l'un ou l'autre, Johan en particulier, a dessiné Gaston également, parce que bon, Franquin est toujours là, derrière. Est-ce qu'il y en a qui vous inspireraient? José Luis, Johan, Fabien, vous êtes en train d'hésiter. Finalement, vous êtes très bien avec Spirou, j'ai l'impression. Ou avec les tuniques bleues. Je peux répondre plus rapidement. Moi, en fait, non. J'ai pas d'autre d'envie de reprise. De fait, c'est la seule qui m'intéressait parce que elle permettait ce côté protéiforme. Spirou, il a changé tellement de fois, il a été repris par tellement d'auteurs que je me sentais totalement libre de le reprendre. Par contre, on m'aurait dit de reprendre Gaston, par exemple, qui est une série que je préfère à Spirou. Pour moi, Gaston, c'est un chef-d'œuvre, c'est le chef-d'œuvre de Franquin, encore plus que Spirou. Là, j'aurais pas pu parce que j'aurais été écrasé par la statue du commandeur de Franquin qui a fait un chef-d'œuvre. Est-ce qu'on doit écrire une suite à Guerre épée, par exemple? Non, je n'ai pas envie. Spirou, je veux pas cracher dans la soupe, mais on sait tous qu'il y a des albums moins bons et d'autres qui sont très bons, y compris chez des auteurs qu'on adore. Là, je cite pas les auteurs que les gens détestent. Je parle dans les Franquins, il y en a qui sont mal gaulés. Ça n'empêche pas de les aimer, mais ils sont mal gaulés. C'est ça que j'aimais. L'imperfection de Spirou fait qu'elle est plus facile à reprendre. Donc, à titre personnel, c'est la seule qui m'a intéressé. Ouais, non, moi, j'ai pas de séries autres comme ça qui me viennent en tête. À un moment donné, j'ai pensé au Marsupilami, mais c'est un personnage qui est tellement compliqué à faire vivre en tant que personnage principal. C'est un très bon personnage compagnon, je vais pas dire secondaire parce que je veux pas me faire taper sur les doigts, mais c'est un très bon alter ego à Spirou et Fantasio, mais tout seul dans la jungle, je trouve que c'est très très compliqué de faire vivre ça. Et puis Franquin a quasiment tout fait avec le Nid des Marsupilami, qui est un chef-d'œuvre quasi indépassable, mais j'aurais aimé pour le fantasme visuel, peut-être faire une histoire avec le Marsupilami qui se passe dans la jungle, mais dans le style de Toto l'ornithorynque, par exemple, avec des décors et une approche plus picturale. Ah, ça serait intéressant, ça, effectivement. Voilà une piste. Et vous, José Luis, il y a... Parce que, bon, on a parlé donc de Spirou, mais il y a désormais le Petit Boulet Bill, il y a les tuniques bleues. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui pourraient venir? Moi, j'ai jamais pensé à reprendre une série, pas toujours fait d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai jamais fait la réflexion
est-ce qu'ils voudraient reprendre tel personnage ou tel autre personnage. Moi, quand on m'a appelé pour reprendre Spirou et Fantasio, il était le premier surpris. Et ça a été un mail pour les tuniques bleues et pour tout le reste. Et une fois que me le donne, je me dis, ah putain, allons-y. Mais ça partait pas dans façon de moi d'aller vers l'éditeur pour lui proposer un reprise. Donc c'est l'éditeur qui est venu vous trouver là, à chaque fois. Ou alors les circonstances qui ont fait que pour les tuniques bleues, vous avez été au départ. Sauf dans les cas des Sorglub où c'est moi qui a proposé, c'est la seule fois que je l'ai fait, qui a proposé cet spin-off de la série. Parce que Zorglub, c'est un des personnages que vous aimez particulièrement chez Spirou. C'est surtout un personnage que je trouve qui a un énormissime potentiel, donc autant en profiter, et surtout quand on les dégage des Spirou et Fantasio, et que lui, il prend la vedette pour la fois, chose qu'il cherche depuis toujours. Du coup, il y a des choses, à mon avis, très intéressantes à faire avec les personnages. Moi, ça m'a tombé comme une évidence que ce personnage, il pourrait vivre sa propre à lui. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Dupuis de faire cette spin-off. Ça signifie que vous avez encore des idées pour développer le personnage ou pour développer les personnages dont vous vous occupez à l'heure actuelle? On a tout le temps. C'est l'élixir de ces métiers d'avoir des idées. La grande souffrance, c'est de les mettre en place après, par la suite. C'est de les réaliser, de les concrétiser. Mais les idées, on a toujours. La souffrance, elle est à quel niveau? Au niveau de la main, par rapport au fait de dessiner beaucoup, ou au niveau de l'esprit? Parce que faire un bande dessinée, c'est un exercice qui demande énormément d'efforts, qui est physiquement épuisant, intellectuellement très très fréquent, très solidaire en tant qu'activité et qui a une conviction et un engagement très très fort. Donc, les grands plaisirs de faire de la bande dessinée, c'est parfois de la faire, mais c'est surtout de l'avoir fait. C'est-à-dire quand ça existe, une fois qu'on l'a fait, c'est là qu'on se dit, ah merde, c'est cool. Mais c'est ça. Vous avez le même ressenti, Fabien, Johan? Je rajouterais un autre moment. Moi, il y a deux grands moments super dans la bande dessinée. C'est avant, quand on a l'idée, ce que disait Rosalie d'ailleurs. C'est genre, j'ai une idée, ça va être génial. Et là, pendant un moment, on est le roi du monde. Après, il y a un long tunnel de souffrance d'essayer d'appliquer nos idées et de ruiner chacune de nos tentatives par nos maigres moyens. Et puis, une fois qu'on est sorti de ce tunnel, un peu plus tard, quand la BD est sortie, et si elle a trouvé un public, je ne parle pas d'un public vaste, mais au moins quelques lecteurs qui l'ont vraiment aimé. Ça, moi, c'est ça mon Graal. Hein. C'est une poignée de lecteurs qui vont vraiment adorer l'album, tel ou tel album. Et ça me suffit. Parce qu'à la limite, je cite souvent un rappeur qui avait dit ça dans une interview et ça m'avait frappé. Il avait dit, moi, je ne cherche pas à ce que des millions de personnes écoutent ma musique de manière tiède. J'ai envie qu'il y en ait une dizaine à qui je change la vie. Alors, c'est très ambitieux, c'est bien entendu, c'est déjà très narcissique, mais je trouve ça finalement ça me parle plus, l'idée qu'il y a quelques personnes qui vont vraiment, vraiment, vraiment adorer ce qu'on a tenté de faire. Et quand on a trouvé cette poignée de personnes, on revoit notre album avec plus de compassion. Et on se dit, finalement, on a peut-être réussi notre coup. Et à nouveau, effectivement, comme le dit Rosalie très bien, à nouveau, on a du plaisir. Comme quoi la reconnaissance, c'est important. On a vu passer à l'instant un message Facebook invitant José Luis à reprendre Corto Maltese. Donc, voilà, il y a du boulot. Ouais, vu la planche juste en bas derrière, ouais, dans son atelier. Bon, on va faire un petit tour dans l'atelier. Rouben, il le fait.
Et vous, Bah, Johan? non, Pardon. non, il a roulé Je le suis fait désolé. exceptionnellement bien. C'est vraiment un maître. Il y a des maîtres qui sont durs à surpasser, hein, c'est sûr. À s'attaquer à Corto Maltese, waouh, c'est un truc que je n'aurais jamais faire. Mais par rapport aux étapes et la souffrance dans l'album, évidemment, moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand on se retrouve avec Fabien et qu'on doit partir d'une page blanche et de se dire, allez, qu'est-ce qu'on va faire avec nos personnages, quelle direction on va prendre. Et ça, pour moi, c'est là qu'est la matière première, c'est là qu'est l'énergie, c'est là qu'est la bonne humeur et tout, parce que on se lâche, on n'a pas de bride, on s'interdit rien. Et puis c'est des moments, c'est des vrais moments d'échange super importants pour moi. C'est les meilleurs moments dans la création de nos albums, c'est ça. Et puis après, évidemment, il y a toute la partie où on développe l'album, où moi je suis derrière mes planches et je suis très très lent. Et puis c'est difficile des fois d'avancer comme on veut. Mais bon, on y arrive. Et puis après, la deuxième satisfaction, c'est quand l'album sort et quand on le reçoit et quand on le voit dans les librairies et que les gens viennent nous voir en dédicace avec nos albums et qu'on a le retour. Ça, c'est des moments vraiment importants. Ou alors les offrir à des gens qu'on connaît et qui lisent pas de bande dessinée et puis qui nous disent j'ai été surpris, franchement, c'est pas ce que je pensais. Et ça, c'est... Johan, Fabien, pardon, je sentais que vous vouliez réagir au propos de Johan. Oui, c'était juste une anecdote aussi, parce que j'aime bien placer des anecdotes, c'est là qu'on voit que je vieillis. Ah, mais ça rend vivant le propos, c'est très bien. C'est l'oncle Paul de la bande dessinée Internet. Il y a pas très longtemps, j'ai bossé sur un livre jeunesse avec Charles Dutertre, un illustrateur, et sa fille, sa petite fille, à la fin de la journée, disait mais en fait, vous travaillez pas, hein, vous faites rien qu'à rigoler. Je me suis dit, c'est une assez bonne définition de ce que devrait être notre travail en général. Bon, c'était avant d'arriver dans le vif du sujet et quand on doit vraiment caler le livre. On en revient au fait que le fantasmer quelque chose, c'est super. Le faire, surtout en bande dessinée, c'est quand même un travail de moine. C'est vraiment un travail. Et moi, j'ai un respect absolu pour le dessinateur parce que je trouve que c'est pas évident de scénariser, mais c'est bien plus dur de dessiner un album complet. Et puis, il y a cette satisfaction de voir, après, on va refaire le parallèle de l'enfant qui nous échappe, mais un album qu'on a terminé, c'est comme un gamin qu'on a fait, puis il nous échappe, et il aura sa vie. Il y en a qui seront pas les plus populaires de la cour de récré, mais ils vont peut-être réussir leur vie d'une autre manière, et puis il y en a qui vont devenir les stars de leur cour de récré, et c'est très bien aussi, et tout va nous toucher, parce qu'à chaque fois, on y a mis beaucoup d'émotions et beaucoup d'enthousiasme, dans tous les cas. Voilà, alors on arrive peu à peu à la fin de notre visio. Je voulais me tourner en back-office vers Vincent pour savoir si jamais il y avait des questions issues des réseaux sociaux ou par ailleurs à vous poser encore avant que nous puissions clôturer ce moment ou clore ce moment pour parler correctement français. Vincent, non, rien de très particulier. Alors on nous a suggéré des tas de sujets. Mais... Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cette table ronde avec nous aujourd'hui. Notre rendez-vous donc touche à sa fin. Il sera visible à nouveau sur les réseaux, hein, cet enregistrement-là, puisque tout a été enregistré. Vous savez que ça va continuer de circuler. Merci d'avoir signé l'autorisation, c'était important. José Luis Munuera, vous voyez, je fais un effort hein, avec l'accent espagnol. Vraiment, ça a été un bon entraînement pour aujourd'hui. Johan, Fabien Wellman, merci beaucoup de votre présence dans le cadre de Sevrier BD 2021 pour cette première visioconférence. Alors, demain, mardi 27 avril à 17h30, on a d'ailleurs un petit écran à ce sujet. Vous pourrez assister à une autre rencontre dans le fil de celle-ci où il sera question de comics et de super-héros. Donc, j'ai l'impression qu'on va pas être très très loin de ce dont on a parlé aujourd'hui. En tout cas, il y aura des passerelles. Intitulé donc cette visio Overdose d'adaptation comics, Hollywood va-t-il tuer les super-héros? Ne manquez pas ce rendez-vous-là, donc demain à 17h30. José Luis Munuera, Johan,
Fabien Bellman, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Et puis on espère vous retrouver très bientôt, mais non pas en visio, en réel. Cette fois, ça nous fera du bien à tous, je crois, sauf à ceux qui sont naturellement confinés quand ils doivent dessiner un album, mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour cette interview menée de voix de maître. Alors, je ne sais pas d'où vient la voix, mais... Merci beaucoup les amis.